Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Toujours ravi de vous retrouver chaque semaine. Et effectivement, cela fait maintenant des années, peut-être presque des décennies, que chaque semaine, je vous retrouve pour cette émission Panorama Info, sur laquelle je vais peut-être revenir en quelques mots. Mes chroniques hebdomadaires abordent, vous l'avez sans doute remarqué, les thèmes les plus divers et la recherche d'un nouveau sujet, si possible original, intéressant, actuel ou pas, constitue ma principale préoccupation chaque début de semaine. Une fois le choix effectué, je tente de raviver des souvenirs accumulés durant les 3 décennies passées en Asie et en Afrique, tout en effectuant aussi des recherches dans ma bibliothèque ou sur Internet. Une fois tout cela accompli, je rédige alors un texte de quelques pages auquel je me réfère durant l'enregistrement de l'émission. En outre, depuis février 2020, j'ai pris l'habitude d'enregistrer Panorama Info simultanément sous la forme d'une vidéo que je diffuse ensuite sur ma chaîne YouTube Hervé TV. Cette double diffusion, radio et vidéo, me permet de toucher un public plus large que celui des seuls auditeurs de Radio Salve Regina. Grâce à YouTube, je sais que je suis écouté dans d'autres pays, voire même d'autres continents. En dehors de l'Europe, j'ai beaucoup sillonné l'Asie et l'Afrique. Pourtant, mes premières passions concernaient davantage l'Amérique latine que les 2 continents où j'ai passé une grande partie de ma vie. Des pressions familiales m'ont fait étudier l'allemand plutôt que l'espagnol en seconde langue. Or, je ne suis jamais vraiment parvenu à maîtriser la langue de Goethe, malgré plusieurs séjours linguistiques effectués outre-Rhin alors que j'avais 16 ou 17 ans. J'ai toujours regretté, depuis, de ne pas avoir appris l'espagnol, avec lequel je me sentais beaucoup plus d'affinité culturelle. En outre, la langue de Cervantes m'aurait peut-être aidé à diriger mes pas de jeune homme vers l'Amérique latine, plutôt que vers l'Afrique ou l'Asie. Depuis mes années de lycée, l'Amérique précolombienne m'a toujours passionné. Je me souviens encore de l'exposé sur les Aztèques, les Mayas et les Incas, préparé avec beaucoup de soin en classe de 5e. Ce fut ma première conférence, et je crois avoir réussi à capter à l'époque l'attention de mes camarades. Depuis, j'ai donné d'innombrables conférences, mais je garde toujours en mémoire cet exposé pour lequel je m'étais beaucoup documenté alors qu'à l'époque, l'Internet n'existait pas. Adolescent, ces remarquables civilisations me fascinaient, ainsi que les peuples amérindiens, les différents peuples amérindiens, du Mexique au Pérou, sans oublier le Brésil. Très tôt, je fus sensibilisé à l'injustice historique subie par ces populations. Durant les siècles qui suivirent la découverte, entre guillemets, la découverte par inadvertance du Nouveau Monde, ces peuples, au nord comme au sud du continent, ont subi un véritable génocide, même si ce néologisme ne devait être inventé que bien plus tard, durant les grandes tragédies du XXe siècle. Comment ne pas qualifier de génocide les politiques menées par des générations de conquérants européens et leurs descendants envers les habitants de ces immenses territoires conquis par le fer et par le feu. Les massacres commis durant les conquêtes furent suivis par l'imposition d'un nouvel ordre, celui des vainqueurs. Nouvel ordre synonyme de réduction en esclavage, d'introduction de maladies venues d'Europe, d'évangélisation par la contrainte, d'accaparement de terres, d'acculturation forcée, de destruction de patrimoine architectural et culturel,
et culturelle, pardon, et enfin d'importation de main-d'œuvre servile arrachée à la terre d'Afrique pour remplacer les malheureux Amérindiens qui n'étaient plus assez nombreux, voire pas assez dociles, pour satisfaire l'insatiable appât du gain des envahisseurs. Les survivants qui n'acceptaient pas la servitude et le métissage furent repoussés toujours plus loin, dans les régions les plus inhospitalières du continent américain. Les descendants des colons anglais avaient fondé les États-Unis d'Amérique et ils finirent par atteindre l'océan Pacifique, tout en massacrant les peuples indigènes qui faisaient obstacle à leur marche vers l'ouest. C'est dans ce nouveau pays que l'on inventa les réserves. Elles étaient certainement bien pires que les Bantoustans créés beaucoup plus tard par le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Si les Bantoustans ont définitivement disparu au début des années 90 du siècle dernier, les réserves, elles, continuent à exister aux États-Unis. Combien de dizaines de millions d'Amérindiens ont été massacrés? Combien ont succombé aux épidémies, à la famine et aux traitements inhumains entre 1492 et le XXe siècle? Nul ne le sait. Aux Antilles, grandes et petites, ils ont été totalement éradiqués, malgré le nom que l'on donne encore à ces îles ainsi qu'à la mer qui les borde, les Caraïbes. Qui se souvient que nombre des indigènes rencontrés par Christophe Colomb à son arrivée appartenaient à ce peuple amérindien nommé Caraïbes, un peuple qui n'existe plus depuis des siècles. Que dire des peuples autochtones de la Terre de Feu, à l'extrémité sud du continent? Eux aussi totalement disparus, alors que les derniers survivants pouvaient encore être photographiés au début du siècle dernier. C'est toute cette histoire, ô combien tragique, qui fit que, très jeune, je me suis particulièrement intéressé aux peuples autochtones d'Amazonie. Ces ethnies qui, au fond de la grande forêt, conservaient leur mode de vie ancestral, malgré les exactions des garimperos, des exploitants de l'EVA, des grands éleveurs bovins ou des aventuriers en tout genre. Jusque dans les années 70 du siècle dernier, des chasses à l'Indien étaient même organisées pour les riches brésiliens en mal de malsaines sensations fortes. Cependant, certains hommes hors du commun ont su s'intéresser à ces peuples d'Amazonie et les défendre contre de puissants intérêts. J'étais encore au lycée lorsque j'ai lu « Triste tropique » de Claude Lévi-Strauss ou encore « Aimable sauvage » de Francis Huxley. À la même époque, c'est l'ancien roi des Belges, Léopold III, qui m'a amené à m'intéresser à l'œuvre des frères Villa-Boas. Orlando, Claudio et Leonardo Villa-Boas étaient des indigénistes brésiliens qui consacrèrent leur vie à la défense des tribus amazoniennes face aux insatiables appétits fonciers des grands propriétaires du Mato Grosso et aux désintérêts de la bureaucratie étatique brésilienne. Leur action, débutée en 1946, aboutit en 1961 à la création du parc national du Haut-Xingu sur un territoire aussi vaste que la Belgique. Dans ce parc national vivent plusieurs tribus autochtones d'Amazonie. Léopold III, cet ancien souverain, a voyagé en Amazonie après son abdication et il en a tiré un très beau livre de souvenirs, richement illustré de photographies prises par lui. J'achetais La Fête indienne, c'est le titre du livre, un ouvrage désormais introuvable, mais que je suis heureux d'avoir conservé depuis dans ma bibliothèque. C'est d'ailleurs dans ce livre que je découvris Raoni Metuktile, un cacique du peuple Kayapo, qui allait bien plus tard devenir mondialement célèbre dans les années 80, parcourant la planète, reçu par de nombreux chefs d'État et institutions internationales. Raoni, avec son célèbre plateau labial, est ainsi devenu le porte-parole internationalement reconnu des groupes ethniques d'Amazonie et des peuples autochtones du monde entier. Les circonstances et les hasards de la vie m'ont détourné de l'Amérique latine, où je ne suis jamais allé jusqu'à ce jour.
Mon implication dans l'accueil des réfugiés de l'ancienne Indochine française à la fin des années 70 et dans les années 80 m'a amené à étudier les langues et civilisations orientales et à partir pour des séjours de plus en plus longs en Thaïlande, où je travaillais comme volontaire dans des camps et des villages de réfugiés, principalement laotiens. Puis, recruté par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies en 1989, je me retrouvai au Soudan. Ce fut le début de ma vie africaine. Après le Soudan, il y eut bien d'autres pays, toujours en Afrique, jusqu'en 2013. Mais durant toutes ces années, je ne devais jamais oublier l'Amazonie. Je continuais à lire des livres et des articles sur cette région et tous les problèmes liés à la déforestation galopante. En 1992, alors que je travaillais au Malawi, je fis la connaissance d'un homme extraordinaire, le docteur Aldo Locurto, un Sicilien qui consacrait sa vie à des missions médicales qu'il organisait lui-même auprès de tribus d'Amazonie. Aldo était de passage et je fis sa connaissance chez des amis communs. Je devais passer avec lui une fin de semaine passionnante au bord du lac Malawi, durant laquelle il me conta ses aventures amazoniennes. Je ne l'ai jamais revu, mais il m'a envoyé plusieurs de ses livres, dont un excellent manuel de santé qu'il a élaboré pour les communautés amérindiennes d'Amazonie brésilienne, là où il n'y a pas de médecin. Rédigé en portugais simple, il est illustré de dessins qui permettent de comprendre, même si l'on ne maîtrise pas parfaitement la langue. Distribué gratuitement dans les villages d'Amazonie, ce manuel a très certainement permis de sauver de nombreuses vies. On l'aura compris, Aldo a fait davantage que des missions médicales. Il a accompli un véritable travail d'ethnologue et une magnifique œuvre humanitaire. Depuis mon retour en Corse, fin 2013, mes émissions hebdomadaires m'ont permis d'évoquer à plusieurs reprises les peuples autochtones de différentes parties du monde, de la Papouasie à l'Amazonie, en passant par le Tibet ou les Hik d'Ouganda. Concernant le Brésil, j'ai plaidé à plusieurs reprises pour que le cacique Raoni reçoive le prix Nobel de la paix pour son action et son plaidoyer pour les peuples indigènes. Malheureusement, mon modeste appel n'a pas été entendu et le comité Nobel norvégien s'est plusieurs fois déshonoré en remettant le prestigieux prix à des personnalités qui n'en étaient pas dignes ou qui n'avaient pas œuvré pour la paix, comme dernièrement le Premier ministre éthiopien qui, aussitôt après avoir reçu le prix Nobel de la paix, a mené une impitoyable guerre contre la dissidence tigréenne. Quelques années plus tôt, le prix décerné à Barack Obama m'était apparu plus que contestable, alors que le nouveau président états-unien n'avait encore rien fait de concret pour la paix. Pire, il devait par la suite intensifier la guerre menée par les États-Unis en Irak ou en Afghanistan, ou même être à l'origine de l'action militaire menée par la France et le Royaume-Uni pour renverser le colonel Kadhafi en Libye, avec les conséquences humaines désastreuses que l'on connaît, tant pour ce pays que pour tous les pays du Sahel. Aujourd'hui nonagénaire, je doute fort que le grand chef Raoni ne se voit jamais décerner le prix Nobel de la paix. En septembre 2021, après avoir à nouveau parlé de Raoni sur ses ondes, j'eus l'idée de tenter d'entrer en contact direct avec des Indiens d'Amazonie, de leur poser quelques questions afin de réaliser une nouvelle émission pour Radio Salve Regina. Ce qui aurait été impossible il y a 20 ou 30 ans l'a été, grâce à la magie de l'Internet qui abolit les distances et nous affranchit de toute contrainte postale. Depuis plus de 10 ans, je m'étais intéressé à un petit groupe ethnique amérindien qui avait eu son premier contact avec le monde extérieur seulement en 1974. Ce peuple me semblait particulièrement intéressant car, malgré l'intrusion soudaine de la modernité, il était resté très attaché à son mode de vie traditionnel, à ses valeurs ancestrales et même à sa spiritualité. Grâce à un réseau social bien connu, je parvins à contacter un jeune enseignant Enawene Nawe, c'est le nom de ce groupe ethnique. Via l'application WhatsApp, j'ai pu lui poser quelques questions auxquelles il a bien voulu répondre. Quelques recherches complémentaires m'ont permis de réaliser l'émission exceptionnelle du 12 octobre 2021
entièrement consacrée à ce petit peuple autochtone de la grande forêt amazonienne. C'est ainsi, chers auditeurs, que vous avez pu entendre la voix d'un Nenauenenaué, une voix venue de la lointaine forêt amazonienne brésilienne. La seule langue commune entre mon interlocuteur et moi était le portugais. Et j'ai dû, pour réaliser cet entretien, me remettre à cette langue, une langue que je n'avais plus utilisée depuis mon départ du Mozambique en 1995. Ce fut loin d'être évident, d'autant que le portugais brésilien que mon interlocuteur parlait était assez différent de celui que j'avais appris et pratiqué dans l'ancien territoire portugais d'Afrique australe. Son portugais étant aussi rudimentaire que le mien, nous parvînmes cependant à nous comprendre parfaitement. Qui sont ces Nenauenenaué? Il s'agit d'un groupe ethnique vivant dans la partie occidentale de cette grande forêt, située dans l'état du Mato Grosso, en Amazonie brésilienne. Ce groupe a été connu grâce à l'action d'un frère jésuite espagnol, missionnaire au Brésil, qui donna sa vie pour les défendre. Il s'agit de Vicente Cañas, qui naquit le 22 octobre 1939 à Alborea, en Espagne. C'est lui qui parvint à établir un premier contact pacifique avec la tribu en 1974. Il fut progressivement accepté par ces Amérindiens qui avaient jusque-là vécu à l'écart du monde dit moderne. Vers la fin de 1975, il commença à vivre au milieu de ce peuple de quelques centaines de personnes, demeuré très fermé à toute forme d'influence extérieure. En 1977, il s'installa définitivement parmi eux en y adoptant pleinement leur manière de vivre, leurs coutumes et leurs rites. Il y expérimenta un nouveau type de présence missionnaire, respectueuse de la culture et des coutumes de ce peuple indigène, ainsi que de son mode de vie. Au cours des 10 années qu'il vécut parmi les Nenauenenaué, Kiwishi, ainsi qu'il l'avait surnommé, s'engagea de plus en plus pour la défense de leur espace vital. Il avait bien compris qu'il s'agissait là d'une question majeure pour la survie de ce peuple de pêcheurs et de cueilleurs. Il alla jusqu'à proposer aux autorités gouvernementales une démarcation du territoire Nenauenenaué avec le Rio Preto comme frontière. Une telle délimitation de leurs terres, ou plutôt de leurs morceaux de grande forêt, aurait dû permettre de les protéger des grandes entreprises d'exploitation forestière, des immenses élevages de bovins, de la culture intensive du soja ou encore d'autres activités le plus souvent illicites, celles des orpailleurs et des braconniers. Cet activisme lui valut d'être assassiné, sans doute le 7 avril 1987. Son corps, lardé de coups de poignard, ne fut retrouvé que le 16 mai suivant, 40 jours après sa mort, dans la cabane solitaire qu'il occupait au bord de la rivière Juruena. Il a été inhumé près de cette hutte, avec la hachette qui était la sienne, suivant la tradition des indigènes du Mato Grosso. Une simple et large pierre marque le lieu de sa sépulture. Comme d'autres activistes avant lui, il a été assassiné sur l'ordre de ces hommes d'affaires, de ces politiciens, de ces bûcherons qui détruisent la forêt amazonienne pour leur plus grand profit personnel. Par la suite, l'enquête sur son assassinat a été entachée de corruption et d'incompétence. Si des assassins présumés ont bien été arrêtés, ils furent acquittés par la justice pour manque de preuves. Les tueurs courent donc toujours. De nos jours, la population Nenauenenaué s'élève à environ 1300 personnes. Le groupe entier vit dans un seul village, fait d'énormes huttes collectives, les Malocas, rayonnant autour d'une vaste clairière circulaire située au centre. Chaque Maloca peut abriter jusqu'à 50 personnes. Les Nenauenenaué sont divisés en clans et chaque clan vit dans l'une de ces grandes Malocas faites de bois et de paille. C'est sur la vaste esplanade centrale qu'ont lieu les activités rituelles communautaires. Sur cette place s'élève une hutte différente des Malocas,
Personne n'y habite, car elle sert à abriter les flûtes sacrées que l'on sort seulement lors des cérémonies et des danses pour les esprits. Le rituel le plus important est connu sous le nom de Yaokwa. Il s'agit d'un échange de nourriture entre les êtres humains et les esprits qui dure 4 mois, nuit et jour. Il est connu pour être le plus long rituel au monde. Quand les hommes et les garçons rentrent du campement de pêche, la nourriture est troquée avec le monde spirituel durant des cérémonies très élaborées. Des peintures corporelles et des ornements spéciaux sont utilisés et les hommes prennent les flûtes pour accompagner les femmes qui chantent et qui dansent autour d'un grand feu à ciel ouvert au milieu de la place centrale. Les Enawene Nawe sont des pêcheurs expérimentés. Durant la saison sèche, les hommes et les garçons se déplacent en canot, parfois assez loin. Ils installent un campement provisoire au bord de la rivière. Puis, ils pêchent les poissons à la lance ou à l'aide d'un poison fabriqué à partir d'un extrait de liane. Pendant la saison des pluies, ils construisent des sortes de barrages en bois sophistiqués à travers les rivières pour capturer de grandes quantités de poissons à l'aide de grandes nasses insérées dans ces barrages rudimentaires qui laissent passer le courant de la rivière. Ils campent dans la forêt plusieurs mois durant. Ils fument les poissons qu'ils ont attrapés dans un abri sommaire spécialement construit à cet effet. C'est lorsqu'ils rentrent au village, avec leur grand panier plein de poissons fumés, que commence le rituel de Yaokwa, dont je viens de parler, pour rendre grâce aux esprits et partager la nourriture avec eux. En dehors de la pêche, l'autre grande activité de subsistance est la collecte du miel sauvage dans la forêt. C'est au retour des expéditions de collecte de miel qu'a lieu un autre rituel important, le Kateoko, la fête du miel. Avant de pénétrer sur l'esplanade centrale, les hommes qui ont participé à la collecte de grandes quantités de miel sauvage le dissimulent autour du village. Ils ne révéleront les cachettes aux femmes qu'au moment où elles commenceront à danser. Pour les Enawene Nawe, le maintien de l'équilibre et de l'harmonie avec la nature et le monde spirituel est essentiel. L'univers de ce peuple est constitué de 2 niveaux entre lesquels ils vivent. Le niveau supérieur, c'est le niveau des esprits célestes, et le niveau inférieur, les esprits du monde souterrain. Kawari, un ancien du village, explique que, je le cite, « Toute cette terre appartient aux Yakariti, qui possèdent les ressources naturelles. Si vous détruisez la terre et les poissons, les Yakariti se vengeront et tueront tous les Enawene Nawe. » Ce sont tous ces éléments ethnologiques recueillis grâce à mon interlocuteur que je tentais de partager avec vous, chers auditeurs, durant l'émission du 12 octobre dernier. Suis-je parvenu à susciter l'intérêt des auditeurs pour ce petit peuple de la Grande Forêt? Je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que moi, je me suis pris d'affection pour eux. Ils luttent pour leur survie dans un environnement de plus en plus dégradé, de plus en plus menacé par de gros intérêts économiques. Les Enawene Nawe ne pèsent, hélas, pas lourd face à ces intérêts dont ils subissent chaque jour davantage les méfaits. Je crois que je vais devoir m'arrêter là pour aujourd'hui. Je reviendrai dans une prochaine émission sur ce qui a découlé de cet itinéraire, à la fois personnel et radiophonique, qui m'a amené à lancer un projet dans lequel je me suis impliqué de plus en plus depuis cette fameuse émission d'octobre dernier, un projet pour permettre aux enfants de ce peuple Enawene Nawe d'apprendre à lire et à écrire et de recevoir un minimum d'éducation grâce au matériel que nous leur fournissons, grâce au matériel scolaire que nous leur fournissons. Mais cela, ce sera l'objet d'une prochaine émission. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.